Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum, le podcast qui fait entendre ce qui habituellement se sent. Je suis Isabelle Sadou, consultante éditoriale consacrée à la belle parfumerie française. J'écris, je raconte et je fais parler les parfumeurs pour qu'ils nous partagent leur passion lors d'interviews parfumées. Je crée aussi des podcasts pour les marques, les entrepreneurs, les institutions, tout domaine confondu. Moyen efficace de communication différenciant, le podcast de marque touche une plus grande cible, réveille les émotions et renforce votre notoriété. Retrouvez-moi sur le site internet d'unmodealautre.com et mes réseaux sociaux. Likez, commentez, partagez si cette interview vous a plu ou si vous avez un projet de podcast. À bientôt et bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui je suis en direct du Musée international de la parfumerie de Grasse avec Diane Sora, autrice, biographe et guide conférencière spécialiste du parfum au sein de son agence advitam.fr. Et c'est à ce titre que je suis heureuse de vous accueillir sur La Voix du Parfum, Diane. Bonjour Isabelle, merci. Aujourd'hui, Diane, vous allez nous présenter les multiples facettes d'une fleur qui fascine, inspire et fait beaucoup parler d'elle en parfumerie. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de la rose. Rosa, rosa, rosam, non, ce n'est pas la déclinaison en latin, mais c'est celle de ces facettes qui, lors de cette conférence, s'attache à démontrer à quel point cette fleur est omniprésente dans l'histoire de l'humanité, à quel point elle est symbolique et inspiratrice. En 4 points, mythes et légendes, beaucoup de religions antiques parlent des roses. C'est ce qui en fait toute sa légitimité et sa réputation. Qui ne va pas forcément de soi, j'ai envie de dire, parce que c'est une plante qui est présente sur la planète a priori depuis 35 millions d'années, ce qui est quand même effarant, probablement cultivée depuis quelque chose comme 5000 ans, mais l'engouement pour cette fleur est relativement récent, à dire la vérité. Pendant de très nombreux siècles, voire des millénaires, il n'y avait que quelques variétés, alors qu'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir un catalogue de pépinières pour se rendre compte à quel point les variétés sont multiples. La rose, elle rentre dans notre histoire par la mythologie, très souvent. Heureusement que la mythologie est là pour nous expliquer l'origine des choses. Et elle vient associée à la déesse de la beauté, à Vénus. Alors l'histoire nous raconte que Gaïa, la déesse mère, Terre, s'est disputée avec son mari d'Ouranos. Ils ont eu énormément d'enfants et comme certains d'entre eux n'étaient pas forcément très très jolis, je pense aux cyclopes, aux hécatonchires par exemple, Ouranos avait décidé de les enfermer dans cette sorte de monde souterrain, le Tartare. Mais bon, Gaïa étant une maman, et comme toutes les mamans, elle aime ses enfants, peu importe à quoi ils ressemblent, elle va en appeler à un autre de ses enfants, Chronos, le temps, qui va s'opposer à son père. Vous voyez qu'on ne parle pas encore d'Oedipe, mais on n'en est pas loin. Et dans la bagarre qui va opposer Chronos à Ouranos, Chronos sera blessé, son sang va tomber dans la mer, et c'est le mélange de ce sang avec l'écume de la mer qui va donner naissance à Vénus, à Aphrodite, si on reste chez les Grecs, et donc Vénus. Et en sortant de l'eau, elle va sortir également avec cette très jolie petite fleur qui est blanche à ce moment-là, et qui n'est autre que la rose. Merci pour ce rappel du mythe assez éloquent. Le deuxième aspect de votre conférence sur la rose, et non des moindres, c'est la botanique et la médecine. Alors là, on pourrait y rester un moment, mais donnez-nous l'essentiel pour nous donner envie d'aller vous écouter. Le père de la botanique moderne, c'est Théophraste. Théophraste qui était professeur à l'université d'Athènes, c'est lui qui va prendre la relève d'Aristote, rien que ça. Et il va créer le premier jardin botanique qu'il développe pour ses élèves, avec la particularité d'être un jardin circulaire, de manière à ce qu'on puisse rentrer à l'intérieur pour approcher des fleurs. Théophraste est fondamental dans l'histoire de la botanique et notamment dans l'observation des roses, parce qu'il est l'un des premiers, le premier très vraisemblablement, à constater que les roses fleurissent en Égypte avant de fleurir en Italie. Donc il constate l'influence du climat sur la floraison des plantes. Et il va nous donner toute une série de recettes avec cette rose. À quelle époque ça ? Alors on est au IIIe siècle avant notre ère.
Et notre théophraste va donc développer des recettes un peu miracles que Dioscoride et Pline reprendront. Pour la petite histoire, un côté un peu amusant, la rose va souvent être utilisée dans les médicaments dédiés aux femmes pour tous les problèmes liés à la grossesse, à l'enfantement et aux problèmes de règles. Mais en même temps, la rose a la particularité, dit-on, d'absorber les vapeurs d'alcool. Et donc, lorsqu'il y avait des symposiums sur le plan étymologique, c'est une réunion de buveurs, on va mettre des roses sur les tables de manière à ce que ces roses absorbent l'alcool et que nos buveurs puissent continuer à philosopher, à discuter grâce à la présence de cette jolie petite fleur. C'est aussi à cette époque qu'on parle d'ornements, de fleurs ornementales. Alors, on est vraiment aux prémices, en fait, puisque ce qui va vraiment débuter à ce moment-là, par notamment un événement qui s'appelle les Rosalias, qui ont lieu 2 fois par an. Là, nous sommes à Rome cette fois-ci. C'est le fait de créer des guirlandes de roses que l'on va déposer sur les sépultures. C'est de là que vient notre tradition de fleurir les tombes des anciens. Et on a donc cette notion d'ornement sur les sépultures. Mais la rose ornementale, à proprement parler, va mettre un petit peu de temps à arriver jusqu'à nous. Comme elle a ce rôle médicinal qu'on évoquait un petit peu plus tôt, elle va passer de la période antique à la période médiévale dans les jardins des abbayes, des monastères. Mais comme elle est très connectée au rite païen, on va se retrouver pendant un temps avec une rose un peu mise à l'écart, mise à l'index par les premiers chrétiens qui trouvent qu'elle est trop associée à Aphrodite, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Donc on va la garder à l'intérieur de ces petits jardins de curés, disons, jusqu'à ce que des personnalités comme Charlemagne, avec son capitulaire de Vilis, le premier ouvrage de botanique moderne, on va dire, et puis cette religieuse, Hildegarde de Bingen, qui va rédiger les premiers traités de botanique aussi, la remettent progressivement à l'honneur. Mais une fois de plus, on est à l'époque sur 3-4 variétés de roses. Rosa alba, Rosa rubiginosa, et puis la fameuse, qui m'échappe évidemment, mais qui va me revenir tout à l'heure. Voilà, une 4e variété de rose qui ne me revient plus, mais on n'est pas encore sur les roses que nous utilisons aujourd'hui. Alors, il y en a 3 ou 4, mais ça n'empêche pas certaines personnes, et là on va faire un bond dans le temps, de les collectionner, dont une qui est très connue, une collectionneuse, Joséphine, à la Malmaison. Vous voulez nous en parler ? C'est la maman de la botanique moderne, j'ai envie de dire, Joséphine. Elle est amoureuse des plantes. Elle va avoir un magnifique lieu d'expérimentation avec son château de la Malmaison. À partir du moment où son empereur de mari passe plus de temps à batailler qu'à la maison, elle va avoir besoin de s'occuper. Et elle a l'idée de développer à la Malmaison une collection de botanique absolument extraordinaire. Et elle s'intéresse à la rose. Mais donc on est à une période où il y a encore très peu de variétés. Elle a l'avantage d'avoir des entrées grâce à l'empereur à nouveau, notamment au moment du blocus britannique, puisque malgré le blocus, elle réussit à récupérer quelques petites plantes chez les Anglais. Il y a des passe-droits de temps en temps. Et petit à petit, elle va réunir une collection assez exceptionnelle, mais on est à une époque où l'obtention de roses telle qu'on la conçoit aujourd'hui n'existe pas. On met les pots des rosiers les uns à côté des autres et on laisse faire dame nature, c'est-à-dire les insectes, le vent, ce qui fait qu'on arrive à avoir des hybridations que je qualifierais de non maîtrisées parce qu'on ignore qui est papa, qui est maman dans l'histoire. Mais l'avantage, c'est qu'on a des développements pléthoriques et on se retrouve avec des variétés incroyables. Lorsque l'impératrice décède, en 1814, elle n'a pas moins de 200 variétés de roses à la Malmaison. C'est quasiment tout ce qui existe sur la planète à ce moment-là. Donc c'est assez incroyable et elle profite des grandes découvertes, des grands voyages botaniques et scientifiques de l'époque pour récupérer des variétés qui jusque-là étaient inconnues en Europe, provenant d'Inde, provenant de Chine, et progressivement faire des croisements et avoir la collection qui fut la sienne. Un chiffre qui parle de lui-même et qui nous fait penser et qui confirme que la rose est vraiment source d'inspiration, et c'est le sujet de votre 3e partie dans cette conférence. On ne va pas pouvoir tous les citer, mais en art comme en littérature, la rose est la muse d'artistes. Alors, si on parle d'abord d'Homère, par exemple. Oui, parce que la plus ancienne représentation de rose
connue à ce jour, elle se trouve, ou elle se trouvait, au palais de Knossos, en Crète. Et c'est une petite rose. La rose, à l'origine, la maman de toutes les roses, c'est l'églantine, Rosa canina, qui est une toute petite rose à 5 pétales, pas plus. Et c'est cette rose qu'on va retrouver sur les représentations les plus anciennes. Et donc, Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, la cite régulièrement. Ce fameux rhodinone que j'évoquais un petit peu plus tôt, c'est un parfum à la rose que les Grecs aiment particulièrement. L'homme antique, le grec antique, notre Ulysse ou ses camarades, ce sont des guerriers. Donc quand ils rentrent à la maison, ou quand ils rentrent, ils arrivent quelque part, la seule chose dont ils ont envie, c'est un bain. Homère nous raconte qu'Ulysse, en arrivant par exemple chez Circé, la grande magicienne, demande un bain. Et après on se parfume, à la rose, au jasmin, au safran par exemple. Et en revanche, on attend que la belle dame qui patiente devant sa tapisserie depuis des lustres, elle porte des parfums beaucoup plus capiteux comme du musc, du castoreum pour stimuler la vigueur de sa moitié. Bref, pour en revenir à notre petite rose, elle va progressivement inspirer les artistes. Homère en est un, Sappho également, grande poétesse aussi. Les poètes de la Perse ancienne sont également des chantres de la rose absolument extraordinaires. On pense notamment à Saadi avec ses roses. On pense aussi au Golestan, qui est littéralement le jardin des roses, l'un des plus beaux poèmes de la Perse. Et puis ces poèmes persans vont inspirer nos propres poètes, avec Pierre de Ronsard par exemple, et Mignonne, allons voir si la rose. Vous nous le récitez ? Bon, allez, on suit. Alors, de la littérature à l'art, il n'y a que quelques pétales. Des représentations notoires, vous pouvez nous dire où et ce que l'on peut voir qui rend hommage à la rose ? Alors, si elle a été liée à Aphrodite, la rose est devenue aussi un symbole de la Vierge Marie. Et ce, avec Saint Bernard, donc à partir du XIIe siècle. On dit que lorsque la Vierge met son pied sur le sol, une rose en sort également. Et il est dit aussi qu'au moment de l'assomption de celle-ci, le tombeau de la Vierge laissé vide est rempli de roses. Donc il y a un lien très fort. Et les roses des cathédrales sont des manifestations concrètes de ce lien-là. Le vitrail circulaire avec ses rayons qui symbolisent les pétales de la rose et l'émissaire par lequel la lumière va pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'édifice, comme le Christ est descendu sur terre par le biais de la Vierge Marie. Donc on a un lien qui est très sacré à nouveau entre la rose et la Vierge. Donc bien sûr, ces représentations liées à la religion vont parler de tout cela. Après, on peut citer de très nombreux auteurs, peut-être plus près de nous, un Umberto Eco avec son roman de la rose, pas son roman de la rose, au nom de la rose. Le roman de la rose, c'est bien plus ancien que ça, on est au Moyen-Âge, mais le nom de la rose qui a eu un succès phénoménal grâce aussi au cinéma avec Jean-Jacques Hano. Ce roman de la rose qui nous parle d'une période médiévale et de cette femme. La rose, finalement, c'est la symbolique de la femme à travers toutes ces époques, et c'est une autre manière de parler d'elle, peut-être en les feuillant parfois. Et dans l'art, des tableaux du XVIIIe, là on fait un bond dans le temps, des représentations bien particulières. Oui, on associe encore une fois cette rose à certaines dames. Je pense par exemple à la reine Marie-Antoinette, qui souvent peinte par Élisabeth Vigée-Lebrun est représentée portant des roses. Vous savez que Marie-Antoinette était habillée par Rose Bertin, et Rose Bertin avait l'habitude de travailler avec Jean-Louis Fargeon, le parfumeur de Marie-Antoinette. Et comme la couturière mettait des roses en tissu sur les robes de la reine, Jean-Louis Fargeon parfumait ces roses en tissu de manière à ce que la reine ait toujours ce parfum délicat de rose avec elle. Quelques siècles plus tard, une période artistique est très très inspirée par la rose, c'est l'art déco. Il y en a partout. Ouais, l'art déco, l'art nouveau juste avant avec sa végétation luxuriante, et l'art déco qui va aller vers la simplification formelle. Mais effectivement, on retrouve la rose très souvent. On évoquait précédemment la parfumerie, et notamment Paul Poiret avec les parfums de Rosine. Et l'emblème des parfums de Rosine, c'est une petite rose stylisée qui sera créée par Paul Iribe et qu'on va trouver comme motif décoratif à très nombreuses reprises, effectivement. Alors on a abordé la littérature, on a abordé l'art, et dans le cinéma, la rose est aussi très présente.
Oui, alors j'évoquais rapidement le nom de la rose tout à l'heure. On peut parler également de Citizen Kane d'Orson Welles, puisqu'on a l'histoire de ce magnat de la presse, Charles Foster, qui est incarné par Orson Welles, et qui, au début de l'histoire, meurt en prononçant ce mot complètement énigmatique pour les personnes qui l'entourent, Rosebud, bouton de rose. Et tout le film se déroule de manière à ce qu'on essaye de comprendre ce que c'est que ce Rosebud, ce bouton de rose. Et on apprend à la fin, pardon pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'il s'agit du nom de la luge d'enfant de Charles Foster, qu'il avait conservé comme un trésor de la période la plus heureuse de sa vie, et qui symbolise finalement l'éternel retour, la jeunesse, qui fait partie des emblèmes de la rose aussi. Et pour terminer sur cette passionnante conférence, on va retracer l'usage de la rose en parfumerie, surtout qu'aujourd'hui, on ne les compte plus, les parfums qui sont à base de rose, comme on dit. Ah oui, absolument. Je réfléchis, mais y a-t-il beaucoup de parfums sans rose ? C'est peut-être comme ça qu'il faudrait aborder le sujet. Et aussi bien chez les hommes que chez les femmes, il ne faut pas s'arrêter à penser qu'une fleur est faite pour un parfum féminin, bien loin de là. La rose, on la trouve déjà pendant l'Antiquité, on a évoqué le rhodinone un petit peu plus tôt. Plus près de nous, on peut citer, vous savez, le début du XXe siècle, c'est l'époque des soliflores, donc on travaille beaucoup sur une rose en particulier, enfin une fleur en particulier. La rose Jacqueminot, on l'évoquait un petit peu plus tôt, voilà, avec François Coty. Cette rose Jacqueminot qui est intéressante parce qu'elle mêle le rhodinol, donc une matière première de synthèse qui va donner un côté très gourmand à la rose. On peut parler de toutes ces très belles créations, Sa Majesté la Rose par exemple, qui est un petit peu plus récent, ou encore la colle noire chez Dior qui met à l'honneur la rose centifolia qu'on cultive sur le bassin grassois. Oui, c'est une incontournable. Et on l'associe souvent avec le jasmin que nous cultivons sur notre territoire aussi. Donc c'est un petit peu le roi et la reine du territoire grassois. Chauvine, Diane. Un poil. Pour terminer ce tour des facettes de la rose, est-ce que vous pouvez nous citer des nouvelles variétés qui émergent ? Où est-ce qu'on en est dans les recherches ? Alors la France est très bien placée en termes d'obtenteurs de roses. On considère qu'on rentre dans l'époque moderne de la rose aux alentours de 1867, quand l'homme se substitue à la nature. On n'attend plus que les petites abeilles fassent leur travail, on va essayer de développer des nouvelles variétés. On va remarquer la couleur d'une rose, sa remontance, c'est-à-dire si le rosier donne plusieurs floraisons par an, la quantité de roses qu'ils peuvent donner, et on va marier les éléments qui nous intéressent. Alors ça ne se fait pas d'un coup d'un seul, généralement il faut une dizaine d'années pour qu'une nouvelle variété de rose puisse être suffisamment stabilisée et arriver sur le marché, si bien qu'il y a des manifestations un peu partout dans le pays, on est un pays de roses, qui mettent cette fleur à l'honneur. À Grasse, on a Expo Rose par exemple au mois de mai, qui permet de faire une exposition avec les roses de l'époque, mais je peux citer également le concours annuel de Lyon, qui chaque année, au parc de la Tête d'Or, met en avant les créations les plus belles. Alors, c'est un concours qui est intéressant parce qu'il se déroule sur 2 années, c'est-à-dire que pendant 2 ans, les membres du jury vont observer le comportement du rosier, sa floribondité, donc la quantité de roses que celui-ci peut donner, l'aspect du feuillage, est-ce que ce rosier va être joli quelle que soit la saison, avec ou sans fleurs, le parfum, la forme, etc. Et ça n'est qu'au bout de 2 ans qu'on va rendre un verdict et classer. Alors c'est un peu barbare, si je puis dire, parce qu'il y a beaucoup d'obtenteurs qui se présentent, mais les roses ne sont pas encore nommées. Donc on va avoir des noms comme, je crois que celle du palmarès de l'année dernière doit s'appeler quelque chose comme Aura 150-700 ou quelque chose comme ça. On perd un peu du côté poétique, mais une fois qu'elle est sélectionnée, eh bien l'obtenteur pourra lui donner un nom un peu plus joli. Alors ça aussi, ça fait partie des choses assez amusantes, c'est de voir que ces noms peuvent évoluer. J'évoquais Joséphine tout à l'heure, avec ce lien très particulier de l'impératrice avec la rose. Il y a des roses qui s'appellent Joséphine de Beauharnais, il y a une variété qui s'appelle Souvenir de la Malmaison, donc elle est toujours très présente, mais il y avait aussi des roses qui étaient dédiées à l'empereur, bien sûr. Les obtenteurs, c'est une
une manière de faire ça court que de donner le nom d'une personnalité à une rose. Et cette rose Napoléon Ier est devenue, après la chute de l'Empire, la rose folie du Corse, en Belgique par exemple, où on l'a rebaptisée la rose Grand Alexandre pour la Russie. Donc selon que vous êtes au sommet ou au bas de votre gloire, eh bien, vous avez une rose à votre nom. Passionnant. Pour terminer, il y a quand même un endroit où on peut venir les sentir à partir surtout du mois de mai, les voir, peut-être les toucher. Il s'agit des jardins du Musée international de la parfumerie à Mouansartou. Quelles sont les variétés ou les collections que l'on peut voir dans ce beau jardin ? Alors le jardin du Musée international de la parfumerie qui fête ses 15 ans, puis j'en profite pour dire un grand bravo à l'équipe du jardin parce que le jardin vient d'obtenir la labellisation Jardin Remarquable. Donc ça c'est formidable, c'est vraiment une récompense fantastique pour l'équipe du jardin à la tête de laquelle se trouve Christophe Mège. Ce jardin il est organisé en 2 parties. Il y a une partie avec des thématiques olfactives, un carré aromatique, un carré fruité, floral, boisé, etc. Et puis une autre partie grand champ. Donc bien sûr, la plus grande partie des roses que nous avons, ce sont des centifolias, les roses que nous cultivons à Grasse, la rose à 100 pétales. Bon, en réalité, il y en a un petit peu moins, mais c'est une variété que nous cultivons depuis la fin du 19e siècle, à l'intérieur de laquelle on peut trouver différents hybrides. Mais voilà, la rose à centifolia, c'est notre rose grassoise. Cela dit, comme le jardin du Musée international de la parfumerie est un jardin de musée, cela veut dire qu'on a une mission de développement des connaissances, une mission scientifique, il y a une partie du JMIP, jardin du Musée international de la parfumerie, qui est utilisée en collaboration avec le CNRS, qui fait des recherches sur la généalogie des roses. J'évoquais un peu plus tôt le fait que la maman de toutes les roses, c'est l'églantine, et que progressivement, par hybridation naturelle ou humaine, on a développé les variétés. On essaie de comprendre, aujourd'hui on a la possibilité de le faire, en analysant l'ADN des roses, qui est le papa, qui est la maman de telle et telle variété. Et notamment, on travaille sur la généalogie de notre centifolia en ce moment. Vous l'aurez compris, on vous donne rendez-vous dans les jardins. Merci beaucoup, Diane. Merci à vous, Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur le podcast La Voix du Parfum. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine interview ou d'une échappée belle dans l'histoire de la parfumerie. Prenons contact si vous aussi vous souhaitez créer votre podcast et diffuser vos talents et vos savoir-faire. À bientôt!